le plus gros butin était plus de 500 000 euros. Donc voilà. Ensuite, on a pris par exemple 300 et quelques mille euros, 200 et quelques mille. Après, c'était 100, des sommes comme 100 et quelques mille euros. Je dis, on va en faire une dernière, mais une grosse. On va s'attaquer au siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados. Et là, il me regarde, il dit, mais c'est la BIG, c'est la deuxième plus grosse banque après la Banque de France. Je dis, ouais, mais j'ai fait tous mes repérages. Ils ont le même système d'alarme que les autres. Et on va s'attaquer à la salle des coffres. Et cerise sur le gâteau, par les égouts. Oh. Nous, en prison, on avait une phrase qui résume ce que tu viens de dire. On disait toujours, en France, touche aux enfants, touche pas à l'argent. David Desclos, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va impeccable. Alors David Desclos, toi, tu n'as pas participé à une émission de télé-réalité? Non. Tu n'es pas encore influenceur? Pas encore. Quoique, Okay. Par contre, un ancien cambrioleur. Ancien cambrioleur. Ancien cambrioleur de banque, spécialisé dans la neutralisation des alarmes. Alors ça va en intéresser plus d'un, parce qu'on est beaucoup à avoir des alarmes maintenant au domicile. Il faut. On a peur des homejacking. Tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Tu as une vie hors norme, hein, parce que ton histoire, c'est l'histoire tout simplement d'un bandit qui est devenu comédien. Ça. Et ça, c'est juste incroyable. Dans cette interview, on va aller à ta rencontre, David. On va aller à la rencontre de ton parcours, de cette histoire très atypique et tenter de comprendre comment tu es devenu quelque part le Lupin français. En toute intimité, ensemble, j'aimerais dans un premier temps, David Desclos, te demander si tu stresses plus avant de faire un casse ou avant de monter sur scène. Eh bien, avant de faire un casse quand même, parce que monter sur scène, c'est quand même un pied, voilà, et puis tu sais que tu rentres chez toi le soir. Le casse, voilà, c'est toujours le stress, c'est malhonnête, et même si on faisait attention à tout, on était mais t'es pas à l'abri de la moindre truc, et puis te retrouver en garde à vue, ou en prison, ou en cavale, quoi. Donc, Est-ce que tu es ce qu'on appelle un cambrioleur repenti aujourd'hui? Repenti, j'aime pas trop ce mot, je le connais pas trop, j'aime pas. Disons que je suis un ancien cambrioleur qui a vraiment changé au niveau de ses idées, maintenant qui met tout son culot, son intelligence et son talent du bon côté de la barrière, dans l'honnêteté. Tu es un ancien cambrioleur, qu'on retrouve aujourd'hui dans les médias. Tu développes un métier médiatique. Qu'est-ce qui te différencie d'un Marco Mouli? Marco Mouli, c'était dans l'escroquerie. Il faisait l'escroquerie, tout ça. On s'est rencontrés. C'est quelqu'un de très agréable. Tu passes une soirée avec lui, tu rigoles, tout. Et puis, disons que lui, dans le monde du banditisme, il a gagné la Ligue des Champions parce qu'il a fait le casse du siècle et tout ça. Et puis, pour moi, il fait partie de l'ancienne génération. C'était un grand frère pour moi, voilà, des bandits de chez nous, quoi. C'est un exemple, Marco Mouli, pour toi, David Desclos? Quelqu'un qu'on respecte. C'est quelqu'un qu'on respecte. Pas dans le banditisme, qu'on respecte, mais un exemple, non, j'avais pas trop d'exemples. Moi, je vais pas critiquer Marco parce que je le respecte, mais il était fort dans son domaine. Moi, j'étais dans le mien, quoi. Donc, moi, l'escroquerie, c'était pas trop mon truc. Moi, c'était plus la cambriole, sans armes, sans violence. Donc, je le respecte. Comme en plus, il a changé maintenant ce qu'il fait maintenant. Il a été incarcéré à nouveau. Voilà, il a été incarcéré à nouveau, c'est une ancienne affaire. Mais voilà, maintenant, tous ceux qui essayent de sortir de tout ça et qui essayent d'aller de l'avant, qui essayent de sortir, parce qu'il revient de loin aussi, Marco. Quoi. Donc voilà. Est-ce qu'un ancien cambrioleur professionnel, est-ce qu'un ancien arnaqueur en série mérite une médiatisation, mérite de la lumière selon toi? Tout dépend pourquoi. Tout dépend ce qu'il en fait. Tout dépend de ce qu'il en fait. Parce que mériter cette lumière, cette médiatisation, faut toujours avoir une pensée pour les victimes. Moi, même si j'étais sans armes, sans violence, faut pas se leurrer. Par exemple, quand on allait sur des casses, on volait des voitures. Puis j'ai eu une enfance dans la délinquance. On y reviendra tout à l'heure. Donc j'ai forcément des victimes là. Donc moi, je pense aux victimes. Donc faut savoir ce qu'on en fait. Ce que j'en fais moi aujourd'hui, c'est que je suis humoriste, je suis auteur, acteur. Je fais tout artistique. Mais j'interviens aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons. Je fais de la lutte contre la délinquance, lutte contre la récidive, prévention de la délinquance, justice restaurative. J'amène des victimes avec moi qui échangent avec les détenus, avec les collégiens et tout ça. Donc j'essaye quand même de pas en faire quelque chose où le mec il se vante, oui moi, et puis regardez, faites comme moi, aller en prison. Non, j'essaye d'en faire quelque chose de bien. Il faut avoir eu les pieds dans la mer pour pouvoir expliquer comment la contourner? Je pense que oui.
Pas forcément. Moi, j'interviens, comme je l'ai dit, dans les collèges, dans les lycées, partout et tout. Donc, je vois des éducateurs, des mecs qui n'ont pas eu forcément les pieds dans la mer, mais qui font un super boulot et qui sont écoutés parce qu'ils connaissent leur travail. Mais on vient les appuyer. Moi, je dis toujours que c'est bien tout ce qu'ils font eux, mais ils doivent être accompagnés par des anciens bandits, des anciens magistrats, des anciens policiers, le peuple, les médias, les politiciens. C'est une chaîne qu'on doit former tous ensemble pour lutter contre tout ça. S'il manque un maillon de la chaîne, c'est bof. Ouais. Il faut vraiment que la chaîne soit complète. Et donc les anciens bandits en font partie parce que nous, on va avoir les mots, on va avoir une façon de parler, on va être crédible, voilà. Même si aussi vous avez des délinquants qui vont dire ouais, le grand frère, il veut parler, on l'écoute pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit une chaîne complète. C'est quoi tes points communs avec Lupin ? Avec Lupin, c'était sans armes, sans violence, avoir gentleman, le gentleman cambrioleur, quoi. C'était moi, si par exemple je rentrais dans un truc où il y avait des gens, je préférais partir, et même j'étais même pris en flagrant délit par des gens, pas d'agression, sortir intelligemment de là-dedans, sans violence, sans truc, à la gentleman. Et je peux raconter une petite anecdote si tu veux, par exemple. Je suis avec les potes, on va voir un pote qui est en prison à la maison d'arrêt de Caen. On montait au poteau, on lui disait voilà, ton avocat est pris, tout ça, t'attends, on lui donnait des nouvelles, voilà. Et après, on sort. Ce jour-là, on sort, on va sur le parking et on avait garé la voiture sur le parking d'une grande surface, Et on se dit tiens, on va aller acheter des gâteaux, des bons. Et je suis avec 4 potes, 2 rebeux, 2 renois. Et moi, je suis le seul français. Et c'est important pour la suite. Je dis attends les gars, attendez, je prends de la monnaie dans ma voiture. Eux, ils partent devant. J'ouvre ma voiture, je prends de la monnaie. Je rentre, ils sont devant moi et je vois le patron du magasin qui les suit, qui les piste tout de suite. Mais je dis, c'est pas lui, c'est pas eux, c'est pas eux, l'habit fait pas le moine, quoi. C'est pas parce qu'ils sont rebeux renois que c'est des voleurs. Et il les piste, le patron, et moi je rentre dans la porte privée. Je joue au loup, il y a une dame dans les bureaux, je joue au loup avec elle, je me mets dans les toilettes, après hop, je la vois, elle s'en va, je rentre dans un placard, je me cache, hop, je suis dans le bureau où il y a le gros coffre-fort. Et là, je cherche la clé du coffre-fort, je trouve la clé du coffre-fort en filouterie, en plein jour et tout. J'ouvre le coffre-fort, hop, et là, je suis les mains dans le coffre-fort en train de prendre tout le pognon, tu sais, je me blinde du pognon, sans armes, mais je sens comme une présence derrière moi. Alors ce que je vais te dire là, ça arrive très très vite. Hein. Je te le fais au ralenti, mais ça arrive très très vite. Je suis là, je sens cette présence derrière moi. Je me retourne, je suis dans un cul-de-sac parce qu'il y a des barreaux aux fenêtres, je suis dans un cul et j'ai le patron qui est comme ça, qui me voit les mains dans son coffre. Et donc pourquoi ça va très vite, c'est que aussitôt très vite, je le vois, je connais tout de suite, je me mets à crier fort. Je fais ah vous êtes là vous, ah vous allez venir avec moi. Je crie très très fort, donc ça le surprend. Vous allez venir avec moi. Je le prends par la manche comme ça. Je dis allez vous venez. Ah on cache de l'argent, et plus tu cries, plus tu l'impressionnes, mais tu le tapes pas, tu cries, tu vois. Allez, vous venez, on va leur dire que vous cachez de l'argent, tout ça. Le mec est déstabilisé, on arrive dans la grande surface, je le lâche, je pars en courant, hop, et je me fais courser, et j'arrive à m'en sortir, mais sans armes et sans violence. C'est pourquoi je raconte cette anecdote, c'est pour te montrer que t'as des moyens, j'avais des moyens, tu vois, je suis tout gentil, tout calme, tout tranquille. Mais j'étais dans ce monde où j'ai grandi là-dedans, où j'ai appris tous les vices, tous les trucs, voilà. C'est ça, sans armes et sans violence, mais avec une manipulation et un vice aussi qui est quelque part une violence psychologique. Mais ça, on en reviendra peut-être après. Voilà, avant qu'on s'intéresse à ton histoire, David Desclos, tu as 3 enfants. Ouais. Ils ont quel âge? Ma fille a 18 ans et mes 2 fils sont 14 et 12 ans. Bon, je suis ton fils, ok? J'ai 17-18 ans, je te dis, papa... En 2-3 phrases, explique-moi comment t'en es arrivé à faire ces horreurs, à faire autant d'années de prison. Ouais. Qu'est-ce que tu me réponds? Je répondrai que, comme la chanson le dit, petit, je vais te parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un temps très dur, où c'est pas une excuse, mais on était très très pauvres. C'était l'après-guerre, les quartiers d'après-guerre, ou les cités d'après-guerre, où voilà, tous ces gavroches, les anciens de notre quartier avaient connu les tonneauvilles, les bidonvilles et tout ça. Et tous les problèmes d'alcool, de chômage et tout ça, ils les ont apportés avec nous dans ces cités dortoirs. Et nous, voilà, mon papa avait été en prison aussi, il venait de ces cités ces bidonvilles et tout. Et donc là, je raconterai l'histoire à mon fils, je lui dirais, voilà, on était pauvres, on n'avait rien, c'est pas une excuse, mais c'est une question de mauvaises rencontres, de concepts. C'est comme une bonne mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients soient réunis.
Et pour moi, tous les ingrédients étaient réunis. La pauvreté, le parcours familial, mon papa avait été en prison, l'ambiance familiale, l'ambiance dehors, l'entourage, les amis avec, voilà, les grands qui, tu sors, t'as rien à manger, t'as pas de quoi te vêtir, et ben ils te montrent comment ils font, ils te montrent le chemin de la grande surface pour aller voler. Donc, tu vois, c'est tous les ingrédients qui sont réunis. Et pourquoi je dis que faut que tous les ingrédients soient réunis? Parce qu'il y en a qui vivaient la même chose, qui étaient pauvres, très démunis, vraiment très démunis, et bien qui sortaient, qui n'avaient pas les mêmes fréquentations, qui à la maison avaient la bonne rencontre ou dehors la bonne rencontre. En fait, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, c'est une autre rencontre, c'est autre chose. Et donc, pour eux, tous les ingrédients n'étaient pas réunis. Quand il te manque un ou deux ingrédients, tu peux t'en sortir. Et moi, tous les ingrédients étaient réunis. Alors, je m'exprime, c'est super, peut-être compliqué à comprendre, mais j'essaie de l'imager comme ça, de le montrer comme ça. Et donc, voilà, tous les ingrédients étaient réunis. Et j'avais un caractère, c'est le dernier ingrédient, un caractère un peu anarchiste, la rage contre l'État qui avait foutu tous nos parents dans l'alcool et tout, et l'envie de m'en sortir, la rage de m'en sortir, et pensant que j'étais bon qu'à ça. La seule chose qu'on m'avait montré pour me débrouiller, c'était le vol, la délinquance, la chaparderie, voilà. On m'avait pas dit que j'ai pas tourné du bon côté, j'ai pas fait la bonne rencontre qui m'a dit pour t'en sortir, faut que tu ailles travailler, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, J'avais pas fait cette bonne rencontre. Je l'ai fait trop tard, enfin pas trop tard, je l'ai fait là, il y a pas longtemps, et maintenant je m'en sors. Mais voilà, c'est une question de rencontre, c'est une question de tous ces ingrédients et tout. Et donc, j'expliquerai ça à mon fils, et c'est ce que je fais à mes enfants, c'est comme ça que je leur explique, et ils le savent, ils interviennent avec moi, je les emmène dans les quartiers quand j'interviens dans les quartiers, dans les écoles, dans les collèges, et ils voient les débats que je fais avec les jeunes, comment je m'exprime et tout ça. Mais voilà, j'ai même envie de dire que je suis conscient qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va parler ensemble. Il y a déjà, depuis que ça a commencé l'interview, il y a déjà des gens qui sont derrière leur écran, qui s'offusquent, qui disent « Pourquoi, Sam, tu as invité un ancien bandit ? Pourquoi, Sam, tu donnes la parole à cet ancien bandit qui a fait tout ça et tout ?» C'est déjà... Et je le sais, j'en suis conscient. À ces personnes-là, j'ai envie de leur dire « Creusez un peu. Creusez, venez voir ce que je fais. Je ne prends pas la parole pour rien. J'ai vraiment ce que je fais dans les prisons, dans les écoles, dans les collèges, déjà ça, voilà. Venez voir les spectacles, je ne veux pas vendre que mon spectacle. Venez le voir, si il n'y a pas tout ça, à la fin de mon spectacle, je suis à la porte, je vous dis au revoir, je vous rembourse votre place. Si vous trouvez que j'ai pas la légitimité, que ce que je fais pas, il y a toute une cause derrière, je vous rembourse votre place. Et donc à ces gens qui sont derrière l'écran, qui vont dire pourquoi, j'ai envie de leur dire, si on se monopolise pas tous ensemble pour faire bouger les choses, on va dans le mur. On va dans le mur. Et vous avez besoin de ces anciens délinquants qui vous expliquent comment faire. On a besoin des politiciens, des médias, du peuple, des policiers, des juges. C'est tous ensemble. Donc c'est pour ça que j'aimerais à tous ces gens qui sont derrière les écrans, qui commencent à créer, arriver à leur faire comprendre, à les persuader qu'on fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, avec ton recul, ton expérience, au petit garçon que tu étais de 8-9 ans, qui a commis son premier délit déjà à 8 ou 9 ans, et c'était, je crois, pour acheter de la nourriture. Ouais. C'était c'était voler de la nourriture. Voler de la nourriture. Je dirais à ce petit enfant, ne fais pas ça. Si vous pouvez rentrer dans son cerveau et dire, surtout ne le fais pas, ne fais pas ça. Rien que le geste et que tu fais après, qu'il se répète, ça devient une drogue après, ça je l'expliquerai tout à l'heure, mais je dirais, fais pas ça. Mais ce culot, cette intelligence, parce que on va dire oui, voler c'est pas beau, oui c'est pas beau, mais il y a un culot de le faire, il y a un courage de le faire. Alors ça va remuer dans les brancards, dans les écrans, on va dire oh quel courage que de voler. C'est vrai que c'est beaucoup plus courageux d'aller travailler, j'en suis conscient. Mais voler, c'est beaucoup plus dur, ça paraît pas, mais tu regardes, t'es là, c'est un culot monstre, c'est un truc que, eh ben ce culot, je dirais à cet enfant, n'en fais pas ça. Ce culot que tu veux mettre dans le vol, dans le truc, mets-le dans un truc honnête. Et je lui dirais, va vers ta passion. Déjà, enfant, j'adorais les films, j'adorais la scène. Je dirais à cet enfant, j'ai le souvenir à l'école maternelle, j'ai fait une pièce de théâtre, j'ai fait un carton. Pour des raisons, je ne jette pas la pierre à mes parents, ils n'étaient pas là, mes parents, c'était, voilà, ma mère a fait tout ce qu'elle a pu, elle s'est franchement défoncée, mon père était dans des problèmes d'alcool ou en prison, et à la fin, ils ont dit, où sont ses parents, il faut qu'il fasse du théâtre. J'étais qu'en maternelle, dernière année de maternelle, mais j'avais fait un carton, j'ai fait le rôle d'un docteur. Et bien là, cet enfant, je lui dirais,
Va à l'école, fais des études et deviens acteur, deviens comédien, deviens... Tu vois, je lui dirais ça, parce que pour moi, à cette époque-là, c'était impossible. Pour nous, c'était pas pour nous dans les quartiers. Maintenant, il y a de plus en plus de culture dans les quartiers, mais à notre époque, il n'y avait pas. C'est incroyable ce que tu dis. Ça fait penser quelque part à cette phrase, la force du destin, le fatum, la destinée, ce à quoi on est voué à faire dans sa vie. Est-ce qu'on prend la porte droite? Est-ce qu'on prend la porte gauche? Tu parles de rencontre, tu parles de hasard. Est-ce qu'il y a une part de hasard dans ta vie? Et si tu avais rencontré, je ne sais pas, une jeune fille ou un autre camarade, peut-être qui venait d'un horizon totalement différent, est-ce que ta vie aurait été pleinement différente aussi? Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Cependant, qu'est-ce qui t'a amené de ce premier délit à 8 ou 9 ans, donc voler de la nourriture dans un supermarché, à franchir le pas du grand banditisme? Il y a eu beaucoup d'étapes pour franchir ce pas du grand banditisme. Pour revenir déjà à ce que tu disais, il y a une chanson qui l'explique bien, c'est « Être né quelque part ». Oui. Tu vois, être né quelque part, vous écoutez, elle dit tout cette chanson. C'est vrai que tout dépend de là où tu nais, de qui tu fréquentes, de tout ça. Donc voilà, tu l'as très bien résumé. Et après, donc, au niveau entre le gamin qui commence à voler et le banditisme, bah, ça paraît long, c'est des étapes. Mais en fait, c'est justement ce premier geste que tu fais et qui t'emmène sur cette escalade parce que tu ne te fais pas attraper. Et deuxième fois, troisième fois. Et en fait, ce culot, cette intelligence et ce talent que tu as, que tu devrais mettre dans l'honnêteté, tu le mets là-dedans. Tu le mets là-dedans, dans ce vol, dans tout ça. Et donc, tu te retrouves à te dire, putain, je suis bon là-dedans. J'arrive à bien voir. Et puis, t'épates les copains. Quand les copains rentrent dans les magasins, c'est toi qui voles les paquets de gâteaux, les tablettes de chocolat, les bonbons, la bouffe, tu vois. Et puis moi, j'en ramenais aussi à la maison. Ça a un meilleur goût de la nourriture volée? Non. Qu'une nourriture achetée? Non, mais je peux même te dire aujourd'hui que maintenant, j'achète ma nourriture et tout. La nourriture achetée a un meilleur goût. Un vieux bagnard m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro net que 2 euros malhonnêtes, tu auras tout compris. Et ce vieux bagnard avait raison. Et je te dis, d'acheter à la sueur de ton front, d'acheter ton repas et de l'offrir à ta famille et tout ça, eh ben, ça a un meilleur goût. Et c'est dans les cases d'entreprise que tu commences à rouler ta bosse, si je peux utiliser l'expression, c'est ça? Tu deviens spécialisé des cambriolages d'entreprise, donc de sociétés, de coffres-forts? Ouais, alors, je deviens bon dans le vol à l'étalage. Ensuite, du vol à l'étalage, je passe au vol en filouterie. Vol en filouterie, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On rentre dans les grandes surfaces, dans les moyennes surfaces, pendant que les gens font leurs courses, on cherche les caisses, les coffres, les clés des coffres, tout ça, on fait du vol en filouterie. Et tout en parallèle, on commence à faire les cambriolages de nuit. Alors, on s'attaque d'abord la supérette du quartier, les trucs du quartier, on s'entraîne. Et ensuite, on s'attaque aux entreprises où on fait les coffres forts et tout ça. C'est les boutiques de luxe. D'abord, on fait les boutiques de luxe aussi. Qu'est-ce que tu réponds? C'est vrai que quand on regarde les informations et qu'on voit par exemple qu'un grand bijoutier s'est fait braquer, alors on se dit « Ah, ok », mais c'est vrai que ça fait toujours plus mal quand c'est un commerçant de proximité qui galère. Tu te disais pas ça toi à l'époque? Je me le disais et c'est pour ça que j'ai eu cette évolution qui est malheureusement bête dans comment je finis, parce que j'aurais dû aller dans l'honnêteté, mais j'ai une évolution quand même, entre guillemets, où je m'en tire un peu la couleur avec les honneurs, parce que c'est propre. J'ai commencé à faire les particuliers, comme on disait, et j'avais ce sentiment, je me disais, c'est pas bien. Je me disais, tu t'attaques à des gens qui ont travaillé toute leur vie, tu vides leur boutique de luxe, qui ont travaillé toute leur vie. Et donc, de plus en plus, j'essayais de m'orienter vers des gens, l'État, quoi. Voilà, pas les particuliers. Et plus je montais, donc les boutiques de luxe, les coffres forts d'entreprise, tout ça. Donc après, je disais, non, pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et je le dis bien dans mon livre, j'essaye de l'expliquer dans mon livre, tout ça. Et ensuite, je me dis, non, c'est contre l'État. Et l'État, c'est les banques. Et donc, c'est pour ça qu'arrive un moment, je regarde tous mes potes et je leur dis, les gars, on va plus s'attaquer aux coffres forts d'entreprise, aux bijouteries de luxe, aux trucs de luxe, parce qu'on leur fait du mal. Quelqu'un qui rentre le matin, qui voit tout ça cambriolé, il a tout son travail d'une vie foutu par terre, même s'il est assuré, même si c'est pas bien. Et donc, j'ai dit, on va s'attaquer aux banques. Mais c'est là qu'ils m'ont dit, est-ce que tu vas neutraliser les alarmes de banque comme tu neutralisais... Et j'ai dit, oui, c'est les mêmes. Et je leur ai prouvé, on s'est attaqué en premier à un crédit agricole. Et sur ce crédit agricole, j'ai neutralisé l'alarme. On a tout le week-end dans le Crédit Agricole à percer le coffre-fort. On a percé le coffre-fort, on a pris une belle somme. Et là, je leur ai prouvé que voilà. Mais c'est hyper protégé les banques.
Bah, c'est alarmé, comme des boutiques, voilà, comme les boutiques de luxe, même des entreprises sont alarmées. Des alarmes, t'en as partout. Et t'as toutes sortes d'alarmes. Et comment tu désamorçais une alarme, un système d'alarme? Comment on fait pour désamorcer un système d'alarme? Alors, je vais pas faire non plus un tuto ici. Bien sûr, pardon. En gros, comment tu faisais, comment quoi? je faisais en gros? Bah, déjà, je m'attaquais en priorité aux plaques d'égout, la ligne téléphonique. Parce qu'à notre époque, c'était branché sur... il n'y avait pas les techniques de maintenant. Hein. Donc, c'était téléphonique et tout ça. Donc, voilà, c'est télésurveillance. Tu as le mot téléphonie, télésurveillance, tu vois. Donc, déjà, tu neutralisais à ce niveau-là. C'est des fils à couper. Et donc, voilà. Ensuite, tu as aussi des alarmes extérieures où ça, tu sais, c'est des boîtiers extérieurs avec des trompes qui sonnent fort. Donc, là, à partir du moment où la télésurveillance est neutralisée, donc ça sonne plus à la SPGO, aux sociétés de surveillance, déjà. Et donc, celles qui sonnent fort, ça c'était un jeu d'enfant pour les tirer. On montait, on savait les enlever, ou alors on les bourrait les premières on les bourrait de bombes polyuréthane, c'est les mousses qui durcissent, ou on les enlevait. Enfin, on avait tout le temps des techniques. On avait surtout une parole de se dire, c'était ma parole. Je disais toujours, ce que l'être humain a fait, l'être humain peut le défaire. Donc si l'être humain a fait quelque chose, et puis j'ai rencontré des personnes qui leur métier était de poser des alarmes, donc je leur ai dit si tu sais les poser, tu sais les tirer, apprends-moi à les enlever. Donc voilà, j'avais toutes ces techniques et j'ai avancé comme ça, quoi. Et voilà. Quels sont les butins que tu prenais? Quels sont les plus gros butins que tu as pu avoir? Les plus gros butins, donc c'était en francs, depuis je les ai reconvertis en euros pour que les gens comprennent mieux. On a pris, le plus gros butin était plus de 500 000 euros. Donc voilà. Ensuite, on a pris par exemple 300 et quelques mille euros, 200 et quelques mille. Après, c'était 100, des sommes comme 100 et quelques mille euros. Et après, généralement, c'était entre 40, 50, 60, 70 000. Tu vois, et donc, c'était plusieurs coups, tu sais, bout à bout, et étalés sur le temps. Et tu as eu combien d'arrestations pour combien de casses en tout? Eh ben, j'ai les stats? Ouais, en fait, donc mon parcours est vraiment ouf quand même, parce que là, en interview, c'est très dur à expliquer. Dans le livre, j'essaie de le raconter, dans mes spectacles aussi, et surtout dans le livre, je le dis. Et en fait, faut revenir en arrière sur... c'est là où justement aussi on va peut-être les choquer les gens. Ils vont se dire, oui, pourquoi il n'a pas été en prison avant? Parce que mineur... Je me faisais attraper, en fait, des fois, chaque semaine. Chaque semaine, j'étais en garde à vue où on ne me condamnait pas parce qu'il n'y avait pas de preuves, mais j'étais attrapé, garde à vue. Pour quel délit t'étais attrapé? Vol à l'étalage, vol en filouterie. Alors, garde à vue, c'est vol à l'étalage, vol en filouterie, vol en cambriolage. En tout, parce que j'ai eu mon parcours de jeunesse a été vraiment un parcours de délinquant en montant petit à petit les échelons. Donc, malgré ce parcours de délinquant, ce que tu veux dire, c'est qu'étant mineur, tu passais toujours à côté de la prison. J'arrivais à m'en sortir. Forcément. Voilà, je passais à travers la prison mineure grâce à pas assez de preuves contre moi, donc voilà, j'arrivais tout le temps à m'en sortir avec ma tchatch et pas assez de preuves. Ma maman qui arrivait à trouver des solutions et tout. Le juge qui avait mis tous nos anciens en prison et qui avait compris que tous les anciens qu'il avait mis en prison leur avaient encore plus pourri la vie qu'autre chose. Ils étaient tous sortis encore pire, parce que c'était l'école du crime, la prison. Donc ce juge pour enfants avait dit non, c'est pas la solution en prison, c'est le mieux, c'est de les placer à l'extérieur du quartier. Donc on a essayé de me placer, par exemple à Paris chez ma tante, essayer de me sortir. Il essayait de trouver... Mais c'était déjà un peu gangrénisé d'avance pour moi, parce que j'étais persuadé dans ma tête, j'avais cette bêtise de me dire je vais m'en sortir que comme ça. Et c'est à 19 ans que tu fais ta première incarcération? Voilà, 19 ans, j'ai ma première incarcération. Je viens tout juste d'avoir 19 ans. Et là, j'arrive en prison et le juge Bertrand avait vraiment raison. J'arrive, c'est l'école du crime, je retrouve tous les anciens de mes quartiers, même ceux de ma génération qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de passer à travers les mailles du filet. Ils sont tous là, les promenades sont remplies de tous les jeunes des quartiers, des banlieues, on est tous là et on fait bloc tous ensemble. Bon, ça devient... En fait, c'est ce que je dis toujours, t'as l'école maternelle, t'as l'école primaire, t'as le collège, et puis pour nous, après, c'était la prison. Et tu savais que t'allais tôt ou tard passer par la case prison à cet âge-là? C'est malheureux à dire, mais oui, je le savais. Tu le savais, tu t'étais donc préparé? Voilà, on s'y conditionnait. Et c'est pour ça que c'est très, très dur de parler de tout ça face à des gens qui vont être derrière l'écran, qui vont se dire, parce que moi-même à leur place, je dirais, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça, et normalement il aurait dû être en prison avant et tout ça. C'est un sujet tellement compliqué, parce que comme je disais, le juge, il avait compris, il fallait être... Et moi, je l'ai, cette solution. C'est pour ça que je fais ce que je fais dans les écoles, dans les collèges, dans les prisons. En fait, tout simplement, c'est une question de déclic.
Tout pendant que tu n'as pas le déclic, tout pendant que tu n'as pas... en fait, on est tous pareils. Je vais mieux m'exprimer. On est, bébé, on est tous... Voilà. Toi, par exemple, je te prends un exemple, excuse-moi, on peut prendre n'importe qui en exemple. Tu as eu le déclic très jeune. Pourquoi tu as eu le déclic d'être honnête et de t'en sortir par le travail honnête? Tu as eu ce déclic très jeune. Pourquoi? Parce que tu as eu les bonnes rencontres jeunes. Tes parents, l'école, ta personnalité, tous les ingrédients que je disais tout à l'heure de la bonne mayonnaise, tu l'as dans le sens, cette bonne mayonnaise dans le bon sens. Tu as eu tous les éléments pour aller dans le droit chemin. Eh bien nous, ceux qui ont le parcours comme moi, on n'a pas ce déclic, on n'a pas le déclic, on n'a pas les bonnes rencontres, on n'a pas les bonnes informations, on est dans le quartier, on n'a pas le bon environnement. Et donc, on n'a pas le déclic. Et donc, on passe devant des policiers ou des juges qui nous disent « tu vas aller en prison, tu comprends ?» Mais ils peuvent nous mettre en prison, on n'a pas ce déclic. C'est une graine. Je vais même aller plus loin, je finis. C'est une graine qu'on a tous. Voilà, on va plus parler de graines avant le déclic. On a tous des graines dans nos cerveaux. Monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde là dans les écrans, tout le monde a eu la graine tout petit et la graine, elle éclore. Donc c'est là le déclic. Et nous, nos graines, elles n'éclorent pas. Il n'y a rien qui vient faire percuter pour faire éclore cette graine. Et malheureusement, alors heureusement pour moi, j'ai réussi à faire éclore cette graine. J'avais 24 ans, mais j'avais déjà un grand pied dans le banditisme. Et c'est pour ça qu'il faut faire éclore les graines dès les écoles primaires. Je me bats pour aller dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycês, le plus vite possible pour faire éclore. Il faut faire éclore les graines le plus vite possible. Parce que si tu fais pas éclore les graines, tu peux les mettre devant les policiers, devant les juges, devant même les foutre en prison. La graine n'est pas éclore, ça sert à rien. Tout est fait à l'envers en France, tout est fait à l'envers. On les met en prison sans d'abord faire éclore la graine. Donc c'est comme si tu prends un malade, un gars qui a fumé toute sa vie. Ou n'importe quel malade, tu prends n'importe quel malade, tu le mets à l'hôpital. Si tu le mets dans une chambre d'hôpital, comme ça, sans le soigner, au bout de 6 mois, tu le sors de l'hôpital, il n'est pas soigné, tu ne l'as pas soigné. Ben, en prison, c'est pareil, tu mets un mec, sa graine n'est pas éclore, tu le fous en prison dans une cellule. Si la graine n'est pas éclore, il n'est pas soigné. Tu peux lui faire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il n'y a pas le déclic, s'il n'y a pas la graine qui éclore, il sort, il n'est pas soigné, tu le refous en plus dans le quartier. C'est comme un mec qui arrête de fumer, tu le refous dans un bureau de tabac à vendre du tabac, il a arrêté de fumer, il va arrêter, un mec qui va arrêter de l'alcool, tu le mets à vendre de l'alcool, il va reboire. Faut lui faire éclore sa graine et le faire sortir du quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a pu être une fierté pour toi, ces passages en prison? Malheureusement, oui. Il faut être franc. Il faut être franc. Ça a été c'est pas une fierté, c'est... Une sorte de respect, quelque part, vis-à-vis d'autres collègues bandits. Tu te dis, puisque de toute façon, tu étais conditionné à tout ça, tu fais en sorte de ne pas y aller, bien sûr. Mais une fois que tu te fais péter et que tu y vas, t'es conditionné, tu balances pas, tu dénonces pas, tu vas tête haute, tu arrives là-dedans et tu as tous tes potes. Attention, dans la promenade, t'es là, ah, David il est là, toi, papa, David enfin, tu vois tout le monde, et là tu fais face. Tu assois ton respect, tu fais tout ça. Et quand tu sors, t'as le respect, voilà, c'est tout ça, t'en joues. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au fond de ta cellule, moi j'ai jamais pleuré parce que j'ai toujours assumé. Mais j'ai quand même, il faut le dire à tous les jeunes qui vont nous regarder, t'arrives en prison, mais c'est atroce. Tu rigoles en promenade, tu as des barres de rire en promenade, je pourrais te raconter des anecdotes en promenade à te faire pisser par terre où on rigolait. Mais on parle tout le temps des choses qui nous ont fait rire en prison, mais on ne parle pas des choses où c'était dur, ou quand tu vas voir ta maman au parloir, quand tu vas voir ta femme, tes enfants au parloir, quand tu arrives en cellule où ils te foutent au mitard, toute ta dignité est foutue. C'est quoi le mitard? Le mitard, c'est le cachot dans la prison, c'est le disciplinaire dans la prison, c'est la prison dans la prison. Et moi, je le dis... C'est le trou, voilà. Et je le dis tout haut et tout fort. Attention, je ne me plains pas. Je ne dis pas, attention, c'était dur la prison. Non, on n'a pas le droit de se plaindre. À partir du moment où on est rentré là-dedans et qu'on savait qu'on devait assumer, il faut penser avant tout aux victimes. On y pense, donc on ne se plaint pas. On assume. Mais il faut le dire face caméra à tous les jeunes qui nous regardent. C'est que la prison, c'est pas bisounours. C'est pas comme on dit à la télé, oui, ils ont la PlayStation. Il y en a beaucoup qui disent que c'est cool la prison. Voilà, et ben c'est pas du tout cool. Moi, j'ai vu des gars arriver, des petits jeunes arriver. Je me rappellerai toujours d'un mec avec le pull produit de banlieue qui boitait du genou. Il a fait 1 minute en boitant. Il est arrivé dans la promenade, il a regardé tout ça. Il s'est mis dans un angle de la promenade. Il était comme ça. Au bout de 5-10 minutes, il était tout déprimé. Il était tout là. Et puis, il commençait à avoir quasiment l'alarme. Moi, j'ai été le voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe, garçon? T'as pas l'air bien? Il me dit, non, c'est dur quand même. Voilà. Et je dis, mais t'es là pourquoi? Il dit, ouais, vol de voiture en récidive, tatati, tatata. Il dit, bon,
Et je dis, et le juge, il dit quoi? Bah, le juge, il dit que je vais peut-être prendre du ferme, tout ça, je vais passer bientôt, je suis en mandat de dépôt et tout. Oh, je dis, ouais, tu vas t'en sortir avec 6 mois ferme. Il dit, oh non, pas 6 mois ferme, il m'a dit 2 mois, le juge. Je dis 6 mois, moi, j'étais en train de tirer 8 ans, tu vois, donc voilà, mais tu vois, il pleut. C'est là que tu vois, et ce même gars, je l'ai revu longtemps après dehors, à la gare, avec plein de mecs, des trucs, et il faisait le cum, ah, ouais, il m'a vu, oh, David, ça va? Tu vois? Et je veux pas généraliser, c'est pas comme ça, attention, il y a des vaillants dans la nouvelle génération, hein. Moi, j'ai fait des prisons, et j'en fais encore là, quand j'interviens dans les prisons. Tu vois les mecs, ils assument comme nous on assumait à notre époque, hein. C'est quoi assumer? Ben, ils arrivent, ils ont compris que c'était le jeu. Quand ils ont fait leur connerie dehors, c'était le jeu. Et toutes les cités trans, c'est ça qui est grave. C'est que toutes les cités trans, c'est comme ça. Ils savent que de toute façon, ils sont conditionnés. Ils font du deal, du vol, du braque et tout. Et quand ils arrivent en prison, ils savent que c'était le jeu. C'est des bonhommes arrivent en prison. Tu les vois, moi je les ai vus au mitard, j'étais au mitard, je voyais ceux de la nouvelle génération arriver, mais c'était des dingueries dans les cachots, dans les trous, hein, ou dans la prison, où ils étaient là, ils étaient encore des vaillants. Je me disais, mais quelle misère que de gâcher ce culot, cette vaillance, ce truc et c'est des mecs qui finissaient, ils se défonçaient au touchy, à la drogue, au truc, Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que les vaillants qui sont en prison sont en fait des personnes qui ont énormément de courage, énormément de culot, et qui quelque part ont raté des succès dans leur propre vie en dehors des barreaux. Ben, je sais que ça va faire remuer dans les brancards, que les gens vont se dire il est fou de dire ça, mais c'est une logique implacable ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que s'ils avaient mis tout ce culot, toute cette intelligence, toute cette vaillance dans l'honnêteté, ils auraient tout déchiré. Parce qu'on dit c'est l'argent facile, mais c'est pas l'argent facile. Quand on te met une tonne de touchy à ton pied, que t'as, je sais pas, 18 ans, allez, je vais pas faire le mytho, même si c'est 200, 300, 400 kilos de touchy, que t'es jeune comme ça, que tu dois faire attention à pas te faire barber, si tu te le fais barber, c'est la mort qui t'attend parce que les mecs, ils viennent, ils te cannent. Si tu les arnaques, si les flics te prennent, tu dois faire attention aux flics, aux bandits, tu dois faire attention à tout, à tes calculs, à ton argent. Et une fois que c'est transformé en oseille, il faut que tu fasses gaffe à l'oseille, que de la truc. C'est tout tes planques, les nourrices partout, c'est planqué. Tu rentres chez toi, tu dis est-ce que j'ai bien planqué ça. C'est un truc c'est l'enfer de fou. Et quand ils sont pétés, c'est encore pire. Mais donc, et quand ils arrivent dans une vie honnête, ces gars-là, qu'on leur dit bah tu vas faire ça, ils sont ils se disent mais c'est roudoudou, voilà. C'est la première question que vous vous posez quand tu rencontres des nouveaux profils en prison. C'est pour quel délit que t'es écroué, t'en as pour combien de temps? C'est comme ça qu'on se présente? Ouais, franchement, à mon époque en tout cas, je pense que c'est encore comme ça. Nous, c'était voilà, si tu arrives en mandat de dépôt ou feuille de condamné, tu sortais en promenade, tu devais faire voir ta feuille, faire voir pourquoi tu étais là. C'était arrivé, déjà au profil, on voyait déjà, on regardait le profil. Vous arriviez à deviner, bah alors lui c'est un criminel, lui c'est du braquage, lui ça doit être du viol, lui ça doit être un vendeur de shit. Il nous arrivait de nous tromper, mais très très rarement. Très rarement, ouais. Donc on voyait. Et donc moi je fais partie de la génération où on était encore tous mélangés. Maintenant c'est séparé. Donc ils sont chacun, voilà. Mais c'est terrible ça veut dire que tu peux te retrouver avec des tueurs en série. Ah ben j'étais avec des tueurs en série, avec des vieux, avec des pédophiles, des trucs et tout. Et donc t'arrivais, c'était hop, monte ton mandat de dépôt, tu voyais. Et donc c'est parce qu'il y a ça se mélange pas. Comment tu te comportes face à un tueur en série? Comment tu te comportes face à un pédophile en prison? Comment tu te comportes face à un violeur? Eh ben, c'est là où justement c'est l'école de la rue qui fait surface. C'est comme je disais tout à l'heure, la maternelle, l'école primaire, le collège et la prison. En fait, nous on vivait Lascar, on a grandi Lascar, on a mangé Lascar, on était des Lascar, on a baigné là-dedans, on savait le comportement qu'il fallait avoir face à un tueur, face à un pédophile. On savait un pédophile, tu lui parles pas. Tu sais, il y avait une barrière. Même à mon époque, les pédophiles se faisaient ruiner dans la promenade, ils se faisaient défoncer. C'était du lynchage. Il y avait tout ça. Donc, en fait, tu l'inventes pas, tu l'as en toi. Ce côté Lascar, il est en toi. Un vrai Lascar reconnaît un Lascar. C'est comme ça, on se reconnaît dans la façon de parler, dans le truc. Tu vois. Moi, je sais parler arabe, je vais tomber face à un manouche, j'ai de la famille gitan, dans ma propre famille, ouais, je vais se dire, t'entraves tout, est-ce que je pénave, des trucs comme ça. Tu sais, on a un langage, le langage de la rue, savoir se comporter, pas changer se mettre dans la peau d'un personnage, jouer, t'as vu, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai dévalisé le coffre-fort, tout ça. T'es musulman?
Non, en fait, j'aime pas trop parler de religion, mais c'est vrai que je crois en un Dieu. J'ai appris beaucoup dans la religion musulmane. J'ai appris beaucoup, beaucoup. J'ai été à une école catholique il y a longtemps, mais pas longtemps, ils m'ont viré. Mais j'ai appris des choses chez les catholiques. Donc pour moi, il y a un Dieu et je respecte énormément toutes les religions. Toutes les religions, juives, j'ai des amis juifs, j'ai des amis musulmans, des amis chrétiens. Donc voilà, je respecte. Et les musulmans, encore une fois, en prison, on sait que les médias ont fait le tour là-dessus, comme quoi ça a apporté beaucoup de choses malsaines dans les prisons, tu sais, les enfin, voilà, mais on ne dit pas assez que dans les prisons, la religion musulmane a apporté beaucoup. Dans le respect. Moi, je fais partie d'une génération où il y avait le hagal, les mecs, ça descendait en promenade, des petits jeunes se faisaient défoncer, des trucs, il y avait, etc. Et ben moi, après, sur mes dernières peines, j'ai vu la religion musulmane apaiser tout ça. Quelqu'un qui arrivait, il avait rien, il l'aidait. Tu l'aides, ils aidaient, il n'y avait pas de hagal, il n'y avait pas de... J'ai vu que c'est le bon côté de la religion musulmane, qu'on ne dit pas assez dans les médias. Alors bien sûr, on peut parler de ceux qui vont, les salafistes, qui vont essayer d'engrainer pour des attentats ou quoi. Ça existe aussi. Encore une fois, on n'est pas chez Bisounours en prison, mais on ne parle pas assez de le bon côté que la religion musulmane a apporté en prison. C'est en 1998 que te vient une idée qui va te valoir beaucoup de problèmes. Ouais. Tu décides de creuser un tunnel pour t'évader. Oui, 98. Tu n'es pas seul, hein? Non, je suis pas seul. Je suis avec une belle équipe, une grosse équipe, mes amis d'enfance, voilà, des vaillants, encore une fois, des vaillants qui... Je vais te faire une confidence. On faisait les banques en général et tout. Et déjà là, je percutais quand je voyais un de mes potes, par exemple, en train d'ouvrir un coffre-fort au chalumeau découpeur, la façon qu'il ouvrait les portes de la banque et des trucs. J'étais derrière, moi j'avais le toki, je reliais avec tout le monde et tout, je supervisais tout, je neutralisais l'alarme et tout. Et je regardais, je me faisais déjà cette réflexion, je me disais, le mec il a de l'or dans les pattes. S'il mettait ce culot dans un travail honnête, et qui fait aujourd'hui, il rénove des maisons et tout ça, et voilà, quel gâchis de ne pas l'avoir compris avant. Tu vois, et donc déjà ça. Et donc en 98, pour revenir à ce tunnel, donc on avait fait beaucoup de banques, on faisait, voilà. Et moi, je suis tombé amoureux de ma femme. J'avais été à l'école primaire avec elle. Son grand frère faisait partie de notre équipe, voilà, du gang et tout. Mais elle était Nora, d'origine algérienne. Elle était du côté des imperturbables, études et tout. Moi, j'avais mon nom dans le quartier. J'avais déjà fait des années de prison. Et voilà. Et j'essayais de la charmer, mais non, elle voulait pas. Elle me l'a dit une fois, parce que j'avais eu un verre avec elle. Elle m'avait dit, moi plus tard, je veux pas que mes enfants aillent voir leur papa en prison. Voilà, je veux quelqu'un. Je dis, mais je vais changer pour toi, tout. Donc, et pendant un an, j'ai essayé de la charmer, de lui faire comprendre que je pouvais changer, tout ça. Donc c'était très dur, très dur. Et quand j'ai réussi enfin à la charmer, j'arrive à sortir avec elle, quoi. Voilà, je suis là. Mais je m'étais engagé parce que tous mes potes il y en avait qui étaient en prison. J'avais commencé à dire à mes potes, les gars, je veux changer de vie, je veux arrêter. Et on m'avait dit, non David, on s'était juré à la vie, à la mort, rappelle-toi, il y en a encore qui sont en prison, ceux qui sont dehors doivent assister ceux qui sont en prison, c'est à la vie, à la mort. Tu sais, j'ai compris que je pouvais pas partir comme ça, quoi. En plus, je faisais partie des meneurs, c'est moi qui avais entraîné tout le monde, je pouvais pas partir comme... Tu rentres pas dans le banditisme comme dans un moulin, quoi. Tu rentres pas et tu sors comme ça, hein. C'est un gros message pour la jeunesse, ne mettez pas un pied là-dedans, c'est à toi. Donc je me rends compte de ça, et donc je réunis tous mes potes. Et je leur dis, bon, ok, j'ai compris votre message, voilà, il faut penser aux autres et tout. On part pas comme ça. Je dis, on va en faire une dernière, mais une grosse. On va s'attaquer au siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados. Et là, ils me regardent, ils disent, mais c'est la deuxième plus grosse banque après la Banque de France. Je dis, ouais, mais j'ai fait tous mes repérages, ils ont le même système d'alarme que les autres. Et on va s'attaquer à la salle des coffres. Et cerise sur le gâteau, par les égouts. Oh. Et là, ils me regardent, et je dis, venez voir les gars. Je les emmène dans les égouts, dans le tour de la banque, je leur fais voir tout le plan, tout le truc de comment, voilà, d'une plaque d'égout, on arrive à percer, on arrive par les trappes, par les sous-sols, on voit les trappes d'aération, on voit tous les coffres, tout. Je leur montre tout. Et là, ils me disent, mais David, là, il y a une petite erreur qu'on fait à ce moment-là.
que je peux pas trop dévoiler parce qu'elle est dans mon spectacle. Et c'est vrai que dans le spectacle, quand on arrive, quand on dévoile ça, tout le public dit, mais ils applaudissent, ils disent, mais comment ça? C'est vraiment En tout cas, tu utilises bien ton spectacle. Voilà. Mais donc voilà, j'invite aux gens. Il y a, comme je l'ai dit, du message, mais pas que. Il y a de l'humour, il y a de la dérision, il y a du message, mais il y a vraiment une histoire, vraiment. Et donc je leur montre tout ça. Et là, on attaque pendant 4 mois. Pendant 4 mois, on creuse le tunnel. Alors, on a des guetteurs, on est équipé de talkie-walkie dans le tunnel, tout ça avec les guetteurs bien placés. Pour intégrer la salle des coffres de la Société Générale de Caen. Voilà, c'est ça. On intègre la salle des coffres de la Société Générale de Caen, on creuse. Alors ça se fait pas comme ça, hein. On a des éboulements, on a des moments très durs. Un film de dingue, de gangster. C'est vraiment et ce qui nous arrive dans le tunnel. Voilà, c'est plein d'embouts, des éboulements, des trucs de fou. C'est super dur. Et quand on arrive enfin au mur de la banque, qu'on défonce le mur de la banque, qu'on est près du Graal, quoi. Il y a cette petite erreur qui apparaît là. Que je peux pas trop dire et tout. Et là, moi, je vais chercher du gros matériel avec un pote à moi, une voiture, parce que là on est au Graal quand on arrive à la salle d'école. Et moi, je me fais attraper par une grosse équipe de policiers, c'est la BRI, les cagoulés, le groupe d'intervention et tout. Et ils nous serrent, mon pote et moi, tous les autres arrivent à se barrer, ils arrivent à s'en sortir, et on les balance pas, ils arrivent bien à s'en sortir, tout, nickel. Et moi, je me retrouve en garde à vue. Et là, connu comme le loup blanc, il voulait cette équipe qui s'attaquait à toutes les banques de cette façon, à une neutralisation des alarmes, tout ça. Donc ils étaient loin de se douter. Il y avait un policier qui avait un doute sur nous, qui avait dit c'est l'équipe à Desclos, et tous les autres avaient dit non, c'est pas l'équipe à Desclos. Desclos, c'est les magasins de luxe, c'est les trucs, mais les banques neutralisées, non. Voilà. Et là, les flics, ils étaient étonnés, ils disent putain, c'était vous. Et donc là, il voulait, voilà, moi je nie en bloc, je dis moi on m'a proposé un coup, je suis venu voir, j'allais donner ma réponse. Il dit non, tu vas pas rester comme ça, demain tu nous donnes une autre version, hors de question qu'on. Je dis c'est ça, il y a rien d'autre. Moi, je dis Monsieur X m'a proposé un coup, j'allais dire oui ou non. Voilà. Ah oui, tu savais exactement ce que tu devais dire en fait pour les dépositions. On avait l'habitude, tu sais, j'ai des gardes à vue, je te dis, on en a fait 40, on a fait tellement de gardes à vue, tu vois. Alors des fois ils ont des billes, ils t'y mettent, des fois ils ont pas assez de billes, tu sais nier, tu sais, tu vois, c'est tout un travail. Et donc là, moi dans ma tête, depuis tout petit, depuis tout jeune, dans mes premières gardes à vue, tout ça, mes premières interpellations, j'ai toujours eu une manie de tirer les menottes. Quand on me claque les menottes, alors là, tu vois, là c'est grand. Si tu te mets comme ça, c'est plus petit. Oui. Là, il y a une différence. Eh bien, moi, je claquais mes menottes rapides comme ça. Je faisais toujours en sorte que mes menottes soient claquées comme ça. Alors, tu sais, tu présentes ton truc. Alors, ça marche une fois sur deux, parce que des fois, ils connaissent le coup, ils essayent de te claquer comme ça, tu vois. Mais claquer comme ça, ils claquent, il faut faire vite. Tu sais. Et hop, donne-moi tes poignets que je te claque les menottes. Clac, clac, tu claques, tu vois. Et il claque l'autre, et voilà. Mais si tu as réussi à la faire claquer comme ça, arriver dans le dos, hop, tu plies ton pouce. Moi, tu vois, c'est fin, tu vois. Ça fait que si c'est claqué là, clac, clac, tu gagnes un jeu. Tu gagnes un jeu, tu vois, quand tu la remets comme ça. Et là, tu fais ça, hop, tu la tires. Donc j'avais toujours cette manie, j'avais tout le temps, à chaque fois que je me faisais claquer, je faisais, tu vois, et je gardais ce coup pour le moment où un jour ils m'ont rattrapé. Et là, quand ils m'ont rattrapé dans le tunnel, c'était le moment. Et je savais que je partais pour une peine à 2 chiffres, que j'étais tricard. Donc là, ils viennent me chercher au commissariat central pour m'emmener au commissariat de la PJ, pour me faire un deuxième interrogatoire, parce qu'ils essayaient de me remuer pour me faire... Mais moi, il fallait y aller. Hein. Et dans la voiture, ils me comparaient à Spadjari, le célèbre gangster des années 70, celui qui avait creusé un tunnel dans les égouts à Nice dans les années 70, Spadjari. Donc j'avais fait la une des journaux, j'avais fait le 20h, l'émule de Spadjari attrapé à Caen, après avoir creusé un tunnel, tout ça. Et donc dans la voiture, ils me disent « Ah, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen ?» Moi, je suis en train de tirer ma menotte, je m'en fous, je suis là, comme ça. Je dis, ouais, parle. Hein. Il me dit, et je dis, moi, je m'en fous de Spadjari, moi, je suis David Desclos, moi, je veux juste aller en prison. Il me dit, mais quand même, Spadjari, c'était Spadjari. Je dis, je m'en fous de Spadjari. Le but, c'est de les faire parler, tu vois, et surtout de leur faire croire que t'es prêt d'aller en prison. Comme ça, tu sais, ils se disent, bon, lui, il sait déjà qu'il va aller en prison, il va pas nous faire. Et donc, je dis, je m'en fous de Spadjari, je veux juste aller en prison. Il dit, ouais, mais quand même, Spadjari, c'était quelqu'un. Je dis, oh, Spadjari, je m'en fous, je vous l'ai dit. Il me dit, par contre, il y en a un qui a réussi à baiser Spadjari. Je dis, ah bon, c'est qui a baisé Spadjari? Moi, je m'en foutais, je les ai parlé. Hein. Il dit, on peut pas te le dire. Je dis, bah, dites-moi qui c'est qui a baisé Spadjari, il est mort, Spadjari. Dites-le moi, on s'en fout. Non, on peut pas te le dire, on peut pas te le dire. Et là, on arrive devant la préfecture. Mais pas de place pour se garer. Et là, le flic au volant, il bug, il est là, il tombe. L'autre à côté, il fait, ah, c'est une ville de merde.
il parlait du nez un peu comme ça, c'est un truc de fou, il parlait du nez, il était là, il dit « Ah, cette ville de merde, jamais de place pour se garer !» Moi, je vois une toute petite place dans la rue, je vois une petite place. Je me dis, si j'arrive à ce qu'ils se mettent là, qu'ils se bloquent, tu vois, et puis surtout qu'ils n'aillent pas se garer ailleurs, tu vois, mais là, tu vois, voilà. S'ils se mettent là, alors je les regarde, je dis, il y a bien une petite place pour la mettre, la voiture, là-bas, mais il faut être un fin pilote. Même le meilleur voleur de voiture de mon quartier, il la met pas. Mon collègue, c'est le meilleur pilote de la PJ. Il la met s'il veut. Et ben moi, je dis qu'il peut pas la mettre. Moi, je dis qu'il peut. Pensez bien que l'autre, il rentre dans le jeu, il enclenche la première, il se met en créneau, marche arrière, il essaye de la mettre. Moi, je l'encourage. C'est qu'il va la mettre. C'est qu'il va la mettre. Il est là, il en bave. Pas de direction assistée, bien sûr. À l'époque, tu sais, les moyens, il n'y a pas de moyens pour les flics. Ils sont il en bave. Il la met, il se bloque. Moi, je dis, franchement, monsieur Barthaud, vous êtes un fin pilote. Vous êtes un champion. Mais revenons à nos moutons. C'est qui a baisé Spadjari? On t'a dit on peut pas te le dire. Je dis mais dites-le moi, il est mort. On peut pas te le dire. Ils sortent de la voiture, ils m'ouvrent la porte, je sors. Je dis mais dites-moi qui c'est qui a baisé Spadjari, il est mort. Et là, avant même que je pose mon pied sur la première marche de la préfecture pour qu'ils aillent m'interroger, je suis là. Je dis, ils sont tous les deux en chœur à côté de moi. Je dis vous vraiment pas me dire qui c'est qui a baisé Spadjari? On t'a dit non, non, paf. Je pars en courant, je leur fais un volte-face, je cours. L'autre, et avec son nez comme ça, il fait arrête-toi, je t'en supplie, arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Arrête-toi, je t'en supplie. Il croyait que j'allais faire demi-tour, dire bon allez, je rigolais, tu sais. Il courait derrière moi en disant arrête-toi, je t'en supplie. Et le pire, Babar, il va vite à sa voiture, hop. Il se rend compte qu'il a bloqué sa voiture, l'imbécile, il bug, ça lui monte au cerveau, là, il dit oh. Là, moi, je dis Babar, 24 décembre 1998, la veille de Noël, 10h du matin. Je lui dis hey Babar, joyeux Noël. Et je trace et je pars en cavale. Donc ça, c'est la première cavale, parce qu'il y en aura une deuxième cavale. Mais elle dure combien de temps, cette cavale? Cette cavale dure une année, 1 an. Mais c'est horrible de vivre en cavale. En fait, tu vis pas. Non, tu vis pas. Tu vis pas, tu te caches tout le temps. Tu te caches tout le temps, t'es là, Et t'es recherché. T'es recherché par toutes les polices, tout ça et tout. Je tiens à dire, avant de continuer... Déjà, t'étais comédien avant de le devenir. Bah, quand je raconte, parce que voilà, j'allais y venir, quand je raconte tout ça, je suis certain que derrière leur caméra, là, derrière leur écran, beaucoup vont dire c'est un mythomane, il mitonne, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne raconte aucun, c'est vrai à 100%, c'est vérifiable en plus, voilà, les médias ont vérifié depuis tout ça et tout, tout est vérifiable. Et c'est pour ça que quand j'y repense et que je raconte, je me fais cette réflexion souvent, je me dis, encore une fois, j'avais mis mon culot, mon intelligence et mon talent du mauvais côté. Ce côté comédien, ce côté truc. Parce que maintenant, quand je monte sur scène, et là, je fais une pièce de théâtre avec Tommy Bugsy, un jour j'avais 3, je suis comédien. Là, je fais plein de choses. Je fais mon spectacle Écroué de rire, mon spectacle Hold Up, là, la comédie musicale, où là, je joue la comédie. J'y repense, je me dis, mais j'avais ça en moi, en fait, et je le mettais du mauvais côté de la barrière. Donc c'est pour ça ce que tu dis, et moi, ça me percute, tu sais, je m'en rends compte. Et alors, la vie en cavale? Et la vie en cavale, une folie, parce que si je me mettais à te raconter en détail cette première année de cavale, parce qu'après il y a la suite, hein, c'est un film, hein, c'est un truc de fou, mais rien que cette année de cavale, si je te la raconte en détail, toi-même tu me diras non, tu mitonnes David, c'est pas vrai. Derrière leurs écrans, ils vont tous dire c'est faux, ils mitonnent, c'est pas possible. Non, tu le racontes dans ton livre. Oui, je le raconte. Non, je me suis arrêté juste. Attends, si je dis pas de bêtises, ouais, je m'arrête là. Je m'arrête juste avant le casse dans le livre. Donc ça veut dire que tu vas en écrire un deuxième. Et Flammarion veut le deuxième là. Ils veulent le deuxième. Ils veulent le deuxième. Mais parce que rien que déjà tout ce que je raconte avant, les gens ils lisent le livre, ils disent c'est pas possible, c'est une vie de fou. Mais j'ai même pas encore raconté la deuxième suite. Et donc cette année de cavale, je te dis juste un truc, rien que pour que tu vois à quel point c'était un truc de fou. Je viens de m'évader de Caen. J'arrive à atteindre Paris. Avec mes potes à Paris, on organise toute une livraison de Tushy pour Caen, de hashish, parce qu'on était une plaque tournante à Caen au niveau du hashish et tout ça. Incroyable, mais tu t'arrêtes jamais. Voilà. Et donc je venais de m'évader, là déjà on organise toute une livraison de shit pour tout Caen. Ensuite je pars dans le sud de la France. Je manque de mourir dans les montagnes dans le sud de la France, en Italie, à la frontière italienne, parce que j'ai une cousine qui vivait là-bas dans les montagnes et tout ça. Moi je voulais avoir ses papiers pour louer des trucs. J'allais repartir. Oui, parce que tu changes d'identité. Ah oui, il fallait que je change d'identité, tout ça et tout. Et donc, il neige, on est la veille du 1er janvier, il neige, et il y a une erreur avec ma cousine qui appelle ma tante appelle sa mère et tout, et là, je me dis, si les flics, ils sont tous, l'écoute, ils font le rapprochement, ils entourent la montagne, je suis dans un cul-de-sac. Ça fait qu'en pleine nuit, je quitte la montagne, je manque de mourir dans la montagne, je suis recueilli par un Italien, Giorgio, qui m'emmène en Italie, il me recueille dans une crevasse, plein de neige et tout, hein, un vieux 4x4 tout pourri qui passe, et
d'habitude, il passait jamais par là, il m'a dit. Et là, il me recueille, il m'emmène dans un village. Il travaillait pour les Compagnons du Devoir. Et il rénovait le village avec toute une équipe et tout ça. Donc, je suis dans le village. Après le village, je pars à Gap. Là, je te saute des étapes. J'arrive à Gap. Une équipe de camp qui vient me rejoindre un camp à Gap. Ils viennent me rejoindre à Gap. On loue une maison et on achète une voiture et tout. Et on commence à se mettre sur 2 banques, 2 grosses banques qu'on va cambrioler. Encore? Ça fait 10 jours que je me suis évadé de camp. Que je suis évadé de camp. Là, on est en train de préparer 2 grosses banques. Je me fais attraper pour un petit délit dans une grande surface, alors que je suis plein d'argent, hein, une histoire de malade. Je me retrouve au commissariat de Gap sous un faux nom et j'arrive à me rebarrer mes potes me voient partir avec les menottes au commissariat de Gap. Ils appellent mon frère, ils disent David, il est crindo, il vient de se faire avoir et tout ça. Il est moulot. Hop, tac, j'arrive à me rebarrer du commissariat de Gap et j'atteins Grenoble. Arrive à Grenoble, j'appelle le nom, ils viennent à ma rescousse à Grenoble. Et voilà, après à Grenoble, je pars au sport d'hiver avec ma femme. Qui vient me rejoindre avec ses sœurs. Je me retrouve, je suis recherché par toutes les polices de camp, tout ça. Ils disent, il vit dans des squats. Non, je suis au sport d'hiver à Val Thorens avec ma femme, ses sœurs, ses nièces, avec 10 meufs. Mais pardon, David, mais c'est terrible pour ta femme. C'est terrible pour ta famille. Ouais. C'est terrible pour cet amour que tu échanges avec celle que t'aimes. Elle doit en souffrir. C'est-à-dire que toi, t'es dans ton adrénaline. Tu parlais en introduction, tu disais, on va y venir. Mais c'est un peu comme une drogue. Comme un véritable shot. Sous-entendu, c'est très dur d'arrêter. Quand on met les pieds dedans, c'est très dur de s'en sortir. Mais c'est très dur aussi pour ceux qui t'entourent. Bien sûr. Et ceux qui t'aiment. Bien sûr. Tu as tout dit. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'interviens maintenant dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons, pour les alarmes, pour leur dire. Quand tu es en prison, il faut les voir. Les papas, les mamans, les enfants, les frères, les sœurs, toute la famille devant les portes de prison avec les sacs de linge, qui pleuvent, qui vendent, qui neigent en plein cagnard, qui sont là et qui attendent pour une demi-heure de parloir. Les mamans qui passent les portiques de sécurité. C'est une peine pour eux aussi. C'est une peine pour eux. Qui passent les portiques de sécurité, une maman qui doit se déshabiller, qui doit tirer son soutien-gorge, parce que l'armature, des fois, ça sonne au portique. L'humiliation d'une maman qui se déshabille. C'est ça que je veux qu'ils sachent, tous ces jeunes. La misère qu'ils vont faire à leurs proches, les enfants qui viennent au parloir. Mais toi, tu n'en avais pas conscience à l'époque? Ou pas? T'as pas vraiment conscience de ça parce que, comme je dis, tu vas dans cette bêtise de te dire je vais m'en sortir comme ça et le risque, c'est la prison. Si la prison arrive, tu vas l'assumer, mais t'as pas pris en compte que si toi tu vas assumer, comme je l'ai dit, tu pleures pas, t'assumes, ils te mettent au trou, ils te mettent je me suis retrouvé dans des mitards, dans des trucs, t'assumes, t'as pas le droit de te plaindre. Mais t'as pas conscience quand tu rentres dans cette vie-là, la misère que tu vas faire à tes proches. T'as fait combien d'années de prison au total? 10 ans en tout. 10 ans. C'est peu, non? C'est peu. Enfin, c'est peu par rapport à tout ce que tu nous racontes. C'est peu, oui. Ouais, beaucoup pourraient dire que c'est peu, mais t'en as qui font beaucoup moins pour beaucoup plus. Ah. C'est-à-dire, moi j'ai vu, je te donne un petit exemple comme ça. Je passe au tribunal pour le tunnel, sans arme, sans violence, aucune arme, aucune violence. Je prends 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, 18 mois de sursis qui tombe, voilà, je me retrouve avec une peine à 2 chiffres. Dans la salle d'à côté, un pédophile en récidive, qui a touché une gamine, qui a fait vraiment du mal. La gamine est traumatisée à vie. Nous, on a traumatisé de la terre, on a creusé dans de la terre. Il n'y a que la terre. Le préjudice, c'est la terre. Personne nous a vu creuser, on n'a pris en otage personne, on a creusé dans la terre. Lui, il a pris en otage une gamine, il l'a traumatisée à vie. À vie, la gamine, elle est traumatisée. Eh bien, il prend 5 ans, et parce qu'il est en récidive, 2 ans ferme. Parce que l'économie, voilà. Parce que l'argent, parce qu'on a, pardon, mais on a l'impression que ce qui gouverne le monde, c'est l'argent en fait. C'est l'économie. Et quand on s'attaque à l'économie, quand on s'attaque à une banque, on s'attaque à l'État. Et peut-être, je suis personne pour dire ça, mais que ça mérite plus aux yeux de ceux qui font la loi que celui, comme tu le dis, qui va traumatiser une gamine à vie parce qu'il l'aura touchée, il l'aura peut-être pénétré. Il aura fait des horreurs, et il aura détruit sa vie et celle de sa famille, et il lui aura pris sa vie. Nous, en prison, on avait une phrase qui résume ce que tu viens de dire. On disait toujours, en France, touche aux enfants, touche pas à l'argent. On disait ça quand on voyait les pédophiles se faire, parce qu'après, ils les ont séparés de nous. Ils les mettaient dans des étages à part, tous ensemble. Et je te dis, si je me mettais à te raconter ce que j'ai vu en prison... Mais c'est pas la justice. Mais non. Après, ça, moi, je veux pas. C'est pas à moi de le dire. Ce que je dis juste, c'est que les condamnations qu'ils mettent au droit commun, les dealers, les voleurs, les cambrioleurs et tout ça, parce qu'ils sont en récidive et qu'ils leur mettent des peines de malade, c'est injuste par rapport à ce qui se fait. Parce que quand on les voit en prison, il y a une injustice. Pour nous, moi, je l'ai vécu comme ça à l'époque. Je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que j'essaie de me battre. Et surtout,
Maintenant qu'ils les ont séparés, je ne sais pas si c'est sûr, il ne faut pas aller peut-être sur ce terrain-là, mais j'ai été dans des centres pénitentiaires où ils sont tous ensemble et qui sont... Donc c'est un débat, moi je pense que voilà, c'est des malades, ok on me dit c'est des malades, il faut les soigner, qu'ils soient, mais il faut aussi travailler sur les voleurs, les dealers et tout, qu'il faut soigner aussi. Tu ne peux pas dire les violeurs c'est des malades, il faut les soigner et pas dire pareil pour les autres. C'est pas les mêmes soins, c'est comme je disais, tu vas à l'hôpital, tu as plusieurs... voilà. Tu traites pas quelqu'un qui est malade du cerveau comme quelqu'un qui est malade des pieds ou de la vessie ou du ventre ou quoi. Chacun sa maladie, mais ça se traite. Ta peine, tu l'as purgée? Je l'ai purgé. Ok, tu as payé ta dette à l'État? J'ai payé. Ok. Aujourd'hui, tes fiertés, c'est quoi? C'est le livre? C'est ton livre? Aujourd'hui, ma fierté... Une histoire vraie, non. c'est ton spectacle? En priorité, je vais peut-être faire le mec, voilà, ça va peut-être dire... Bien sûr que je suis fier de mon spectacle, du livre et de tout ce que je suis en train de faire artistiquement. Mais ma fierté, c'est d'avoir, avant que mon papa meure, c'est de l'avoir amené au théâtre, de l'avoir amené dans la grande salle du théâtre du Gymnase où j'étais sur scène avec Tommy Bugsy dans la pièce Un jour j'arrête Détroit, où mon père m'a vu, lui, mon père qui avait été en prison, et moi qui avait été en prison et tout, et de génération, et mon père il avait peur pour ses petits-enfants, voilà, et qui m'a vu sur scène et qui m'a vu dans d'autres scènes encore, et qui, avant qu'il meure, m'avoir vu en tant qu'artiste, et il m'a dit... Tu vas aller. Il connaît ma rage, il connaît ma détermination. Donc, il est parti en se disant. Mes enfants, parce que mon petit frère, on n'y est pas venu, mais mon petit frère aussi a été en prison avec moi et il a vu que mon petit frère s'en était sorti aussi. Donc voilà, et donc ça c'est ma fierté d'avoir au moins fait voir ça à mon père. Et en plus maintenant de le faire voir à ma maman qui est encore vivante, qui en a bavé comme une dingue, parce que beaucoup derrière les écrans vont dire c'est la faute des parents, mais ça aussi c'est un sujet qu'il faudrait mettre sur la table et on y passerait des heures. C'est trop, mais les mamans voilà, quand vous avez une maman qui vit dans un appartement où il y a les problèmes d'alcool, de chômage, de tout, et que les enfants passent par la fenêtre, que t'arrives pas tu les tiens jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et arrive un moment, c'est très très dur. Quand vous allez dans des HLM où ils sont dans des petits appartements, tassés les uns sur les autres, ils sont à 2, à 3, à 4, pas d'argent, rien, les problèmes de violence, d'alcool et tout, et que les enfants se retrouvent dehors, mettez les gens qui critiquent derrière leurs écrans dans les mêmes situations en disant comment feriez-vous comment vous auriez fait à leur place? C'est un sujet tellement dur, tellement difficile à mettre sur la table. Donc ma fierté, elle est là d'avoir que mon papa, ma maman et maintenant aussi ma femme qui m'est venue me voir au parloir avec mes enfants et que mes enfants voient ce que je fais et tout ça. Elle est vraiment pour eux, ma femme, mes enfants, mes parents, mon frère, ma soeur, ma famille, mes amis qui m'ont aidé. J'ai des amis proches qui m'ont grave aidé et qui m'aident encore aujourd'hui. Tout cela. Après, une fois tout ça dit, c'est vrai que je suis super fier quand je suis sur scène, quand je vois mon livre, qu'on me félicite sur l'écriture de mon livre, tout ce que j'essaye d'apporter comme message dans mon livre, sur scène avec Écrouer de rire, avec mon spectacle Écrouer de rire, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons, tout ce qu'on vient me dire à la fin, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du spectacle, je suis à la porte, les gens sortent et je suis fier de recevoir tous les compliments que les gens me disent, qui me disent votre spectacle est d'utilité sociale et publique et tout ça. Donc je suis fier de tout ça, évidemment, c'est une grande fierté. Merci David Desclos. On te retrouve dans ton ouvrage, dans ton livre qui s'appelle David Desclos, une histoire vraie, et bien évidemment dans ton spectacle. Alors là, tu racontes tout et on saura le fin mot de l'histoire par rapport à ce fameux moment où vous vous retrouvez presque dans la banque, dans la salle des coffres de la Société Générale. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans ton spectacle Écrouer de rire. C'est ça. Qu'on le découvre. Et en ce moment, on a transformé le spectacle Écrouer de rire en comédie musicale, hold up. On apporte le comédie musicale, hip-hop, humour dans les beaux théâtres de France. Et avec moi sur scène, il y a Tommy Bugsy, Passy, Arsenic, Calbo et Lino d'Arsenic, et puis Olaf et tous ces danseurs, les street ads, les danseurs. C'est la danse, le chant, le truc, avec toujours du message et une belle histoire. Et voilà. Mais tu vois, t'es revenu à tes premiers amours, la comédie. Exact. Et on te retrouve sur ton compte Instagram, c'est David Desclos officiel. David, merci pour ces confidences en toute intimité. Merci à vous pour votre fidélité et votre loyauté, pour votre bienveillance aussi. Et si vous voulez la suite, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez la suite, je me ferai un plaisir de revenir avec plaisir. Si vous voulez qu'on fasse un volume 2 de cette vidéo. Parce que Dieu sait qu'il y a une grosse suite. Avec les sujets qu'on n'a pas abordés. Voilà, avec plaisir. La deuxième cavale et tout. Si vous voulez, dites-le dans les commentaires. Et je viendrai avec plaisir parce que franchement, Sam, c'est du très très lourd. Je suis très touché. Merci Sam. Merci beaucoup David et merci à vous. À très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Bye bye.